Peut-être qu'on peut prendre quelques premières questions à l'issue de ces deux premières interventions. Bonjour. Dans les graphiques qui ont été présentés par Magali Taillandier tout à l'heure, il était intéressant de voir que hors des 22 aires métropolitaines, entre les trois économies, l'économie exportatrice, l'économie résidentielle, enfin, je ne sais pas si c'est le terme que vous retenez vous-même, vous ne l'avez pas cité, mais j'ai fait le lien, et l'EMO, hors de ces 22 aires métropolitaines, c'était l'économie résidentielle qui dominait, à plus de 40%, je crois, de mémoire. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il y a un avenir dans un projet de réindustrialisation planifié pour ces territoires? Oui, alors je pense que vous allez avoir beaucoup de réponses à cette question tout de suite après. Mais alors pour y répondre, dans des travaux récents où on a essayé de regarder la géographie, en effet, des créations, des variations de l'emploi industriel depuis le renversement de tendance, c'est-à-dire depuis un retour positif à la création des emplois, c'est-à-dire à peu près en 2016, on se rend compte qu'en effet, oui, je ne sais plus quel était le chiffre, mais près de 70% des emplois de ces variations positives sont imputables aux aires métropolitaines, mais qui sont très grandes en France. Et donc, du coup, après, on a creusé pour voir à l'intérieur de ces aires métropolitaines où était ce renouveau, on va dire, industriel. Et il est quand même très largement basé dans des communes rurales, des petites villes, mais inséré dans des logiques quand même de métropolisation. Et c'est sans doute aussi, mais bon, je veux pas... je suis moins spécialiste évidemment que les deux intervenants suivants sur ces questions-là, mais donc ça veut dire qu'il y a pour des territoires, c'est ça votre question, non métropolitains, ou en tout cas non cœur de métropole, évidemment énormément aujourd'hui de leviers d'action et qu'on observe, hein, de revitalisation industrielle dans des espaces ruraux qui, en France, sont restés aussi pour beaucoup des espaces industriels. Donc l'économie résidentielle a pris une place, puisque vous l'avez nommé comme ça, cette économie de consommation dédiée à la demande des ménages a pris une place évidemment fondamentale dans nos économies, mais économie rurale et économie urbaine, on l'a peu dit, mais les métropoles, quand en 2008 on lance toute la loi sur les métropoles qui vont nous sortir de la crise économique, on va renouer avec la croissance parce qu'on va s'appuyer sur ces métropoles qui ont résisté à la crise, elles résistent d'abord à la crise parce que ce sont des lieux de consommation. C'est-à-dire ce qui fait que les métropoles en 2008 sont parmi les premières finalement à sortir de la crise, c'est d'abord un enjeu de consommation. C'est-à-dire ce sont des lieux de consommation et c'était pas tant l'économie d'excellence, etc., qui a pris après le relais. Mais, donc cette économie résidentielle, c'est un fait, je dirais, territorial partagé entre ville et campagne, mais c'est vrai que dans des territoires où l'industrie a diminué, où ces services aux entreprises ne se localisent pas ou peu, parce que c'est des activités qui ont vraiment besoin d'infrastructures de transport, de connexions rapides pour aller chez les clients, l'économie résidentielle ressort évidemment en pourcentage de façon très forte. Si on faisait les mêmes graphiques en nombre d'emplois par habitant, on verrait que finalement l'économie de consommation, elle est extrêmement structurante des villes pour le coup. Merci beaucoup. Merci pour ces exposés. Donc, je m'appelle Louise Cormier, je travaille à Sistra et je suis aussi impliquée dans le groupe logement du think tank Terra Nova. Alors pareil, j'ai deux questions pour vous, Magali. La première, c'est que pensez-vous de la notion de travailleur clé ou de travailleur essentiel? En fait, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses que vous décrivez qu'on pourrait peut-être recouper avec ces notions. Alors, bien sûr, se pose la question de qui est essentiel. Voilà. Et aussi, vous mentionnez dans les pistes d'action pour loger, par exemple, ces personnes, des villages. Enfin, voilà, si vous pouviez peut-être préciser un petit peu ce que vous voulez dire par là. Évidemment, en particulier dans une région comme la métropole parisienne, on se demande un peu où est-ce qu'on les mettrait, ces villages. Je suis un petit peu provocante
c'est exprès. Et par ailleurs, dernière chose, sur la littoralisation, sur les enjeux de logement des locaux, alors pareil, locaux avec beaucoup de guillemets, il y a un certain nombre de maires qui tirent des sonnettes d'alarme, qui par ailleurs sont très défavorables ou défavorables au logement social. Donc pareil, on parle d'hypocrisie, là, ça fait quand même partie des enjeux pour moi à essayer de décortiquer un peu. Voilà, merci. Tout à fait. Alors, j'aurais dû noter, mince. Alors, travailleur essentiel, en effet, le terme, en tout cas pour ce qui est de ce dont je parle, peut être ambigu parce qu'on a beaucoup parlé des travailleurs essentiels pendant le Covid pour parler des travailleurs essentiels visibles, c'est-à-dire la caissière, l'infirmière, le médecin, ceux que nous voyons en tant que citoyens, consommateurs, usagers de services, etc. L'économie dont je parle, elle est quand même beaucoup plus invisible parce que justement, elle ne s'adresse pas aux ménages, quoi. C'est pour ça que je dis, elle intervient quand nous, on n'est pas là. Donc, ils sont essentiels et encore plus invisibles que les travailleurs essentiels qu'on a applaudis, évidemment, tous les soirs pendant le Covid. Donc c'est pour ça que parfois je dis travailleurs essentiels, mais je sais qu'en disant ça, j'induis un peu, je risque de créer de la confusion parce que ce dont moi je parle, c'est vraiment cette économie de services productifs, on va dire, ordinaires. Voilà. L'autre question portait sur Lily, tu sais pas. Les villages. Ah oui. Alors villages dédiés, c'est pas des villages dédiés aux travailleurs, hein, c'est pas des camps, des camps de travailleurs ordinaires. Non, c'est des villages dédiés aux activités. C'est-à-dire que comme on a un problème d'aménagement et de zones d'activité qui ne sont pas aujourd'hui des entretiens que l'on a menés auprès des chefs d'entreprise de ces secteurs-là, ce que l'on propose aujourd'hui en zone d'activité, quand ils y ont accès, puisque aujourd'hui c'est pas vraiment ces activités-là qu'on veut mettre dans les villes, ces zones d'activité où les solutions proposées ne répondent que vraiment très partiellement à leurs besoins, sur les lieux de stockage, sur des espaces modulables, et donc l'idée, enfin ça c'est des développeurs économiques qui nous ont dit, mais pourquoi on n'essayerait pas de penser des villages d'activité, du coup pas des villages de travailleurs, dédiés à cette économie-là, avec des mutualisations d'espace, avec justement des jeux sur les stockages, la modularité des espaces. Et donc on a travaillé, voilà, les architectes par exemple sur des réponses concrètes de type d'aménagement de zones d'activité et villages donc d'activité dédiés, pardon. Ouais. Non, en termes d'habitat, donc là c'est des chantiers à ouvrir, c'est des sujets justement qui s'ouvrent sur les PLH, sur comment on combine aussi habitat, mobilité et activité de ces travailleurs. Voilà, donc là pour le coup, je pense qu'il y a des choses aussi qui sont expérimentées en ce moment, mais peut-être pas de l'ordre du village et du camp un peu voilà, excluant de travailleurs de ce type. Et sur la littoralisation, effectivement, sur le fait que certains maires, sur la littoralisation, voulaient sauvegarder les logements pour les locaux tout en refusant de travailler sur les logements sociaux. Oui, la littoralisation, elle pose un problème intéressant, qui est que, en fait, la résidence touristique temporaire, Airbnb, en fait, amène des activités. Les résidences secondaires et les personnes à haut pouvoir d'achat qui viennent prendre des loisirs ou qui viennent prendre leur retraite dans les zones littorales parce qu'elles sont attractives, amènent des hauts niveaux de consommation qui permettent de stimuler des tissus économiques locaux et qui les font fonctionner. Alors parfois qui peuvent les faire fonctionner au-delà de ce qu'on pourrait souhaiter. Mais il y a quand même des intérêts derrière. Les gens qui font fonctionner les restaurants, les gens qui font fonctionner les commerces sont généralement extrêmement attachés à ces populations qui viennent apporter de la consommation dans ces zones-là. Et puis de l'autre côté, évidemment, il faut travailler aussi, puisqu'il faut produire les services que ces gens viennent consommer. Et là, pour le coup, il faut que les travailleurs arrivent à se loger. Et on est typiquement dans une logique, dans une problématique d'aménagement. C'est-à-dire, il faut d'un côté qu'on préserve ce qui fait l'attractivité et la production, et de l'autre côté, il faut aussi qu'on puisse fournir un cadre de vie et des conditions de vie aux gens qui vont travailler, qui vont produire ces services, qui soient décents, acceptables et le plus confortable possible. Mais
évidemment, il y a un conflit parce qu'il va falloir partager l'espace. Est-ce que les vues sur mer doivent être celles auxquelles les travailleurs qui viennent travailler dans les restaurants doivent avoir accès, ou est-ce qu'on doit les réserver aux touristes qui, évidemment, vont apporter le travail de ces travailleurs? Et puis, il y a une dernière catégorie qui sont les locaux historiques, ceux qui se rappellent de comment c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui se disent mais en fait, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je pouvais profiter de tout ça, moi, sans qu'il y ait ces prix, sans qu'il y ait cette folie, sans qu'il y ait cette congestion, sans qu'il y ait tout ce bruit. Et c'était finalement, de mon point de vue, mieux. Mais là aussi, c'est un conflit, parce que, bah oui, de son point de vue, c'est mieux, mais du point de vue de celui qui est propriétaire de la crêperie, évidemment, les conditions sont un peu différentes. Et donc, mais c'est un vrai problème d'aménagement, et c'est assez intéressant, parce qu'on trouve dans ces zones littorales l'expression de tous ces conflits, et on voit que les solutions ne sont pas toujours aussi... Enfin, on peut arriver à des compromis quand même, malgré tout, même si parfois c'est un peu violent. Et peut-être pour ajouter, je pense que la question se pose dans ces zones très denses, alors sur les littoraux, mais aussi dans les zones très attractives, c'est le coût qui va être induit sur la création de logements sociaux. C'est-à-dire que plus justement il y a une compétition pour ce foncier, plus le coût supporté pour l'achat de ce foncier par les pouvoirs publics va être important, et donc ça entraîne aussi toute cette question-là de cet investissement de l'argent public pour les collectivités se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut produire un logement à Paris, le coût est phénoménal par rapport à de la production de logements, et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'ensemble du colloque on aborde beaucoup la question du logement abordable et pas uniquement sous l'angle social, alors même que évidemment que c'est une partie prenante. C'était justement pour inclure aussi cette question du financement dans son ensemble. Voilà. Peut-être, David, si tu veux. Oui, pour compléter, il se trouve que chez Villevente, on travaille beaucoup sur les territoires littoraux, de Saint-Malo jusqu'au Pays Basque, en passant par le bassin d'Arcachon. Je pense qu'il n'y a pas qu'une question d'aménagement et de partage, il y a une question qui est plus politique. C'est un peu celle que je voudrais qu'on arrive à poser ce soir au débat. Je prends le bassin d'Arcachon, par exemple, qui est dynamique d'un point de vue économique, mais qui est quand même un peu mort l'hiver. C'est-à-dire que ça reste quand même... Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, le bassin d'Arcachon, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un peu Arcachon, mais Oulège-Cap-Ferré, par exemple, c'était voilà, un petit village. Clairement, les gens qui trouvent leur emploi ont du mal à se loger, c'est très fort. Mais si je regarde, est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'on y a vraiment un problème de partage? Franchement, non. Il y a 80 000 maisons individuelles qui sont sur des terrains de 1500 ou 2000 mètres carrés. Ce que refusent les élus, qui refusent que ça se densifie à la façon village, justement. C'est-à-dire qu'il y a largement la place pour une deuxième, une troisième, une quatrième maison dans chaque terrain du bassin d'Arcachon. C'est-à-dire qu'on a largement la place en termes d'aménagement d'avoir 2, 3, 4 fois la population du bassin d'Arcachon. Il n'y a aucun problème d'aménagement. Il y a un problème plus politique, qui est un peu celui que tu soulignais, Xavier. C'est que ce territoire n'avait pas cette dynamique, cette attractivité-là. Il avait une autre nature il y a quelques années. Et que si on accepte cette attractivité-là, si on accepte cette dynamique, si on accepte de partager, si on accepte de faire en sorte que ce ne soit pas simplement les personnes aisées qui aient accès à ces territoires-là, mais qu'un plus grand nombre puisse y avoir accès. Et on l'a vu pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le Covid, un certain nombre de vacanciers n'ont pas pu aller à l'étranger. Et donc, on a eu des vacanciers nouveaux au bassin d'Arcachon, des Français, que les vacanciers traditionnels du bassin d'Arcachon n'avaient pas l'habitude de fréquenter. Et donc, ça a fait un peu de remue politique, en fait. Et donc, la question qui se pose au bassin d'Arcachon, c'est, étant donné cette... Mais on peut remonter plus haut, la question se pose sur l'agglomération de La Rochelle, elle se pose jusqu'à Saint-Malo. Il y a du monde qui veut venir. L'économie est prête à suivre. Simplement, c'est pas du tout le même territoire à 80 000 maisons, 160 000 maisons, 240 000 maisons. On change de monde, en fait. Et il se trouve que là où on est dans la difficulté, c'est que pour ceux qui souhaiteraient que ça reste le plus proche possible de ce que ça a pu être, on va être dans une approche conservatrice. L'approche conservatrice, en fait, elle bénéficie aux personnes aisées. C'est-à-dire qu'il y a moins d'offres, et donc les seuls qui peuvent se payer la vue sur mer, et même pas simplement la vue sur mer, tout simplement juste avoir une petite maison de 90 mètres carrés pour pouvoir se loger et aller au travail, en fait, on n'y arrive pas. Les maires sont obligés d'acheter des fonciers, et voire même, même parfois les entreprises sont obligées de s'en occuper, quoi, quasiment.
Donc et en fait, du coup, on ne reste pas dans le modèle ancien parce qu'on reste d'un point de vue quantitatif. On a toujours 80 000 maisons, mais c'est plus les mêmes occupants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la maison se vend, là, elle se vendait 250 000 € à une époque. Aujourd'hui, elle se vend 1 250 000 €. Donc en fait, c'est plus comme avant. Il y a le même nombre de maisons, et sociologiquement, c'est un remplacement d'une autre nature que celui dont on a l'habitude de parler sous ce terme-là. Et donc, en fait, cette attractivité-là, de toute façon, en fait, le territoire est changé, au moins d'un point de vue des valeurs immobilières, d'un point de vue de tout. Et après, c'est un peu, mais je comprends que politiquement, ce soit extrêmement complexe de répondre à la question. C'est qu'accepter l'attractivité, c'est quand même un sacré pari, une sacrée prise de risque. Moi, ce que je trouve étonnant en France, c'est que de Saint-Malo jusqu'à Hendaye, je pourrais comprendre qu'il y ait des territoires qui acceptent d'y aller et d'autres qui n'y aillent pas. Et ce que je trouve étrange, c'est qu'en fait, il n'y a aucun territoire qui y va. Et que du coup, on a une sorte de refus. Il y a quand même, en Creuse, dans le Massif central, je vous montrais ce matin la carte où la vacance augmente. Il y a quand même beaucoup de territoires qui pleurent de fermer leurs classes, de ne plus avoir de jeunes, de ne plus avoir, enfin, les commerces ferment tout simplement, quoi. Et donc, ils pleurent de ne plus avoir d'attractivité. En face, dans d'autres territoires, on a une surattractivité que les locaux refusent. Et donc, ça pose la question à la France en tant que pays, et pas simplement à chaque agglomération ou communauté de communes. Ça pose la question, est-ce qu'on accepte qu'il y a une géographie qui se différencie avec des territoires plus attractifs et d'autres moins attractifs? Est-ce qu'on accepte de faire un mélange, dans le futur, un mélange de croissance et de décroissance, ou est-ce qu'on reste attaché à notre vieux schéma aux 333 arrondissements sans préfecture et les 200 sous-préfectures, avec cette espèce de vision d'équilibre généralisée, alors que partout dans le monde, pour le coup, la différenciation spatiale, elle opère. Et elle opère en partie pour les raisons que vous avez décrites sous le terme de métropolisation, c'est qu'en fait, on voit une métropole, ça rend plein de services. Xavier, tu l'as montré. Ça permet à des gens d'avoir accès à plein d'emplois, mais pas que de l'emploi, de la culture et plein d'autres choses. Et on voit aussi que c'est même pas l'objet seulement physique de la métropole qui rend des services, c'est aussi tous ces travailleurs de l'économie ordinaire, tous ceux qui étaient là ce matin, entre 5h et 7h ici. On est arrivé un petit peu tôt pour participer à la mise en place de la signalétique, etc. En fait, on découvre un monde, c'est qu'il y a plein de gens, c'est une ruche. Il y a des gens qui découpent, qui montent la scène. Il y a vraiment un process hyper efficace, parce que le timing est hyper serré. En fait, il faut que tout soit prêt à 7h30. Voilà. Et donc, ces territoires-là, cette cascade de sous-traitance, en fait, elle a commencé peut-être dans des métropoles qui étaient des lieux qui regroupent beaucoup de choses. Aujourd'hui, au bassin d'Arcachon, elle est possible. C'est-à-dire que le bassin d'Arcachon est un prolongement en fait de Bordeaux Métropole. Et donc, si les entreprises les Anglais disent se dépackage, c'est-à-dire que se sous-traitent de plus en plus, et qu'on se retrouve avec des systèmes où en fait les sous-traitants eux-mêmes ont besoin d'avoir plusieurs clients. Ça veut dire qu'en fait, on va vers des sortes d'écosystèmes économiques qui ont besoin de se rassembler spatialement. Et la question qui est posée un peu à chaque maire de France, c'est qu'il y a un peu deux camps aujourd'hui. C'est qu'il y a un camp où cet écosystème hyper complexe, sophistiqué, économique, il va venir prendre place. Et s'il vient prendre place, ça va faire monter les choses, monter les prix immobiliers, ça va faire monter beaucoup de choses. Et si cet écosystème qui est une forme de ruche ne vient pas, en fait, on va se retrouver avec un petit peu d'économie présentielle et voilà. Et en fait, il y a une sorte d'écartement, et on le voit dans les prix de l'immobilier. J'ai essayé pour la préparer, mais je ne l'ai pas trouvé, la carte des prix de l'immobilier des années 2000. Je ne sais pas si vous avez ça m'intéresse. Mais la carte des prix que je vous ai montrée en 2021-22, elle est hyper contrastée. C'est-à-dire que c'est hallucinant comment il n'y a que très peu de territoires dans lesquels les prix immobiliers montent, et quand ils montent fort. Et inversement, la carte des prix de l'immobilier des territoires de France hyper abordables, elle est dominante. Et que la plupart des endroits en France, il est facile d'aller y acheter un bien pour y résider. C'est juste que l'écosystème social, culturel, économique n'y est pas, en fait. Et du coup, politiquement, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on n'a pas l'entre-deux de rêve, c'est-à-dire toutes ces enquêtes qui ont été faites auprès des Français pendant le Covid pour leur demander
c'est quoi votre lieu de rêve? Les gens vous disent une ville moyenne avec les avantages de la grande ville, c'est-à-dire là où j'ai plein d'emplois, et les services, et les boucheries, et les commerces, mais qui est quand même une ville moyenne, c'est-à-dire qu'avec moins de pollution, moins de monde et moins dense, quoi. En fait, l'entre-deux, on ne peut pas dire qu'il soit facile à développer. Peut-être qu'il existait parfois. Je sais qu'il existait par exemple en Vendée à un moment, pendant quelques années, mais ça y est, la Vendée prend 10% par an en prix d'immobilier depuis 5 ans. C'est presque fini, elle est plus abordable. Voilà. Et donc, voilà un peu la question politique. Peut-être qu'on va poursuivre en envisageant les questions de réindustrialisation. Si ça vous convient, sauf si quelqu'un d'autre a une... Je crois qu'il y a une question qui est là. Merci, bonjour, Sylvie Landrieff, je dirige le Forum Vimobile, qui est un institut de recherche sur la mobilité. J'ai 2 questions pour M. Timbaud peut-être, ou peut-être d'autres. Est-ce que ça a encore du sens de parler de dynamique urbaine à l'heure de la transition écologique? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de dynamique territoriale? Quand on sait par exemple que Paris intramuros serait bloqué ou à une réserve alimentaire de quelques jours, moins de 3 je crois. Donc est-ce que ça a vraiment du sens? Et deuxième question, si vraiment il y avait une relation linéaire entre l'emploi et la taille des villes, est-ce qu'il n'y aurait pas des mégapoles, c'est-à-dire des villes de plus de 10 millions d'habitants, ailleurs que dans les pays centralisés comme la France et l'Angleterre? Alors, est-ce qu'il faut parler de dynamique urbaine ou de dynamique territoriale, dans le sens où... je ne sais pas si je surinterprète ce que vous dites, mais dans le sens où le modèle des villes serait un modèle condamné, au sens qu'il n'est pas résilient, et vous avez donné l'exemple de la dépendance alimentaire de Paris. Ça, c'est une question. Enfin, bon, pour moi, c'est pas à exclure de la notion de dynamique urbaine. Ça serait une dynamique dans le sens de la disparition, mais ça reste une dynamique. Et puis après, il y a un parti pris dans ce scénario qu'on ne peut pas exclure, mais qu'on ne peut pas non plus considérer comme inéluctable, qui est qu'on n'est pas capable de maintenir un niveau de division de travail qui permet à Paris de pouvoir s'alimenter en aliments, et qu'il faut préparer les territoires à être tous autonomes, ce qui est un scénario possible, mais qui ne paraît pas un scénario inéluctable et absolument nécessaire. Alors ensuite, sur la relation linéaire entre emploi et taille des villes, ça fait partie aussi des dynamiques urbaines, pour le coup. Et évidemment, les choses ne sont pas linéaires. Et évidemment, il y a tout un tas de phénomènes qui viennent contredire l'expansion des villes. Les formes d'organisation monocentriques, comme on connaît en France, sont probablement pas les seules possibles. Et le modèle des villes interconnectées qu'on observe en Suisse, qu'on observe en Allemagne, qu'on observe dans une certaine mesure dans le nord de l'Italie, sont des modèles qui sont aussi assez intéressants. Alors, il y a quand même derrière des questions de mobilité, évidemment, et il y a des flux entre les villes qui sont aussi extrêmement importants. Donc, oui, ça fait partie des éléments, évidemment, qui sont sur la table. Après, un territoire, une zone urbaine, elle est aussi le produit d'une histoire, et cette histoire, elle ne disparaît pas d'un coup. Et ce qui est frappant dans l'histoire française, c'est que, en tout cas, ce processus de centralisation et d'organisation plutôt avec une ville qui est très importante, beaucoup plus importante que les villes suivantes, est un phénomène qui semble ancré et perdurer. Même s'il y a des dynamiques un tout petit peu contraires à ça, le temps que ces dynamiques jouent, il faudra des dizaines d'années pour arriver à avoir une situation qui soit différente. Donc ça fait partie aussi de notre héritage, d'une certaine façon. On ne peut pas imaginer qu'il disparaisse d'un coup là-dedans. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ça vaut la peine d'être regardé, et puis ça pose des questions aussi d'aménagement et de comment on fait fonctionner ces systèmes, parce que comme ils sont là, on ne peut pas juste dire c'est pas les bons systèmes, il en faudrait d'autres. En fait, on est contraint de faire avec, pas forcément en s'en réjouissant, mais en tout cas on est contraint de faire avec.
Oui, je veux bien réagir parce que ce que j'entends, et merci pour votre question, ce que j'entends aussi derrière votre question, c'est que face aux grands bouleversements voilà, que nous allons vivre et que nous commençons à vivre par rapport au réchauffement climatique, à la crise environnementale, la question de la façon dont nous habiterons les territoires, les villes et plus largement les territoires, vous avez raison, se pose. C'est-à-dire que la question que l'on pose là entre ville, pas ville, logement, etc., c'est celle de l'habitabilité demain des territoires. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui qu'il y a des territoires qui ne seront plus habitables ou qui ne seront habitables que partiellement. Je sais que Grenoble, par exemple, fait partie des villes qui va avoir 37 jours de température au moins à 50 degrés, donc qui sera une large partie de l'année inhabitable. Comment on rend justice à ces phénomènes-là, c'est-à-dire comment on permet aux populations de se réfugier, d'habiter dans des espaces de refuge un certain temps dans l'année. Alors je ne sais pas si c'est dans le terrain de celui qui a 1500 mètres carrés au bassin d'Arcachon, je ne sais pas moi quelle est la réponse, elle est compliquée, mais c'est ces questions-là aujourd'hui qu'on doit se poser, c'est ces enjeux-là auxquels on doit répondre. Et là aussi où vous avez raison, c'est que quand la relation linéaire, emploi-ville, etc. ne fonctionne pas, parce qu'on est aussi quand même prisonnier de nos modèles et de nos schémas de pensée. C'est-à-dire que, alors moi j'ouvre une petite porte en disant la mobilité, et puis voilà, Forum Ville Mobile fait partie des endroits où vous avez enquêté, je crois que c'est vous, sur les kilomètres parcourus par ces travailleurs. C'est la seule enquête que moi j'ai trouvée où, en moyenne, les travailleurs dont je parle font 200 kilomètres par semaine. Et c'est les enquêtes que vous avez menées qui ont permis de le révéler. Mais voilà, j'ai ouvert une petite porte pour dire qu'il y a des choses qui paraissent évidentes et sur lesquelles finalement on s'attarde peu. Typiquement, la relation emploi, aménagement urbain, mobilité, elle est pensée toujours au prisme de la figure de l'actif occupé. Or, une large partie de la population ne travaille pas parce qu'elle est étudiante, parce qu'elle est retraitée, parce qu'elle a décidé de ne pas travailler ou parce qu'elle est en situation, peu importe la raison, qu'elle ne travaille pas. Donc ça veut dire aussi que toutes les dynamiques territoriales sont aujourd'hui aussi, et depuis longtemps, fortement dépendantes de choix individuels de personnes qui ne sont pas des actifs occupés. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé, ma thèse était sur le renouveau rural, donc j'ai beaucoup travaillé sur la ruralité. Le renouveau rural s'explique non pas par des mécanismes d'actifs occupés, etc., après les mécanismes de périurbanisation, le renouveau rural s'explique par des choix de cadre de vie, des choix d'environnement qui ont bouleversé les migrations. C'est-à-dire qu'on a construit nos modèles migratoires dans la dynamique de on va vers les territoires où on gagne le plus d'argent. On va vers les centres économiques pour améliorer notre niveau de vie. Et les derniers travaux que l'on a pu mener sur des cohortes individuelles de salariés qui bougent montrent qu'on a des migrations inversées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui bougent vers des territoires où ils vont avoir une perte de revenus réels nets, donc une perte non pas uniquement de salaire, une perte de pouvoir d'achat pour un gain de cadre de vie et d'environnement. Et donc ça, c'est des points de bascule de notre société. Alors, c'est pas l'essentiel. Il y a plein de migrations dans tous les sens et les migrations internationales seront aussi très fortes face au changement climatique. Mais en effet, ces points de bascule, ces changements qui s'opèrent à bas bruit parfois, sont des signaux sur lesquels, en tout cas nous, urbanistes aménageurs, il faut qu'on soit très attentifs parce que c'est là que se trouvent évidemment les clés ou en tout cas les clés de lecture on l'appelle transition, transformation, bifurcation, comme vous voulez, mais en tout cas de cette bascule culturelle et sociétale qu'il nous faut engager pour tout simplement continuer à habiter sur cette planète. Allez, je vous propose qu'on continue et on passe sous l'angle réindustrialisation. Anaïs, tu vas commencer ?